Applis, bracelets, sites, plateformes, téléphones, réseaux sociaux. Aujourd'hui, il existe plusieurs outils numériques pour venir au secours des victimes de violences conjugales. On en parle dans ce talk avec Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, avec Laura Rapp, victime de violences conjugales et l'autrice de Tweeter ou mourir aux éditions Michalon. Et on en parle également avec Ludivine Romary qui est en visio avec nous, fondatrice de Maëlie, un bijou connecté qui permet d'alerter en un clic ses contacts de secours en cas de danger. On va démarrer ensemble, Camille Chaise. Merci beaucoup d'accepter ce débat. Je voulais déjà savoir quels sont les chiffres aujourd'hui de la violence conjugale en France. Alors ces chiffres sont extrêmement importants. C'est pour les services de police et de gendarmerie une priorité absolue que de lutter contre les violences conjugales. L'année dernière, le ministère de la Justice a recensé 90 féminicides, donc 90 femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint, ex-conjoint, mari. C'est énorme, il y en avait près de 150 l'année qui précédait. On enregistre chaque année à peu près 230 000 procédures judiciaires pour des violences contre les femmes par leurs partenaires, ex-partenaires, qu'il s'agisse de viols, d'agressions sexuelles. Donc c'est un phénomène très important de ces violences intrafamiliales, violences contre les femmes, violences contre les enfants, et c'est pour nous une grande priorité. Vous avez le sentiment, Laura Rapp, que les choses se sont aggravées ? Moi, je trouve qu'avec le Covid, on voit que les violences ont augmenté. Moi, j'ai de plus en plus d'appels à l'aide de victimes de violences conjugales sur les réseaux sociaux. C'est vrai que depuis 2 ans, depuis que j'ai tweeté, forcément, on a vu qu'il y a de plus en plus de victimes qui trouvaient de l'aide sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, face à une impasse par rapport à la justice. Et ça m'inquiète vraiment. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est les violences faites aux enfants. Les enfants co-victimes de violences conjugales, j'ai l'impression que c'est les grands oubliés de la République, et ça m'inquiète. Ludivine Romary, j'ai parlé de votre dispositif en vous présentant. Alors, je le porte en ce moment même. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est un joli bracelet, je dois dire. C'est un beau bijou, mais qui a la particularité, en fait, d'avoir un dispositif ici. Et quand j'appuie, ça crée une alerte, c'est bien ça ? Exactement. On a voulu créer un bijou sécuritaire, mais qui reste un bijou. L'objectif et le cahier des charges étaient très clairs dès le départ, c'était se fondre dans le quotidien des femmes, tout en leur apportant sécurité. Quotidien des femmes, des hommes et des enfants également, parce qu'il y aura diverses collections. Et ce bijou, il fait quoi ? Donc ce bijou, il est connecté en Bluetooth avec votre téléphone mobile, votre smartphone. Lorsque vous êtes dans une situation de danger, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit dôme noir que vous voyez à l'écran et d'envoyer votre position GPS ainsi que votre suivi GPS à vos contacts de secours qui sont préalablement enregistrés dans votre application mobile Maëlie et qui sont personnalisables à tout moment. De ce fait, de ce clic déclenche 2 solutions. La première, l'alarme sonore pour repousser l'agresseur et ou l'enregistrement audio pour capter la situation d'agression. Bien entendu, ces fonctionnalités sont totalement personnalisables. Et puis un deuxième clic qui pour moi était très important aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des objets connectés, sécuritaires, applications mobiles et j'en passe. Il en existe beaucoup, mais peu d'entre elles rassurent également ses proches. Et c'était très important pour moi d'avoir ce double clic qui puisse rassurer ses proches avec ce fameux SMS « Home Safe, je suis bien rentrée chez moi ». Donc un clic, je sécurise et j'alerte mes contacts de secours en cas de danger qui peuvent appeler les autorités compétentes pour moi. Et 2 clics, je rassure mes proches. Ah, ça me fait penser d'ailleurs au dispositif qu'avait mis en place Facebook au moment des attentats pour signaler qu'on était en sécurité. Ça, du côté du ministère de l'Intérieur, on voit ces nouveaux outils numériques arriver. Comment est-ce qu'on s'en empare ? Est-ce qu'on en crée aussi de votre côté ? Alors nous, historiquement, la lutte contre les violences faites aux femmes, elle nécessite beaucoup d'humanité, d'écoute, et donc les mécanismes mis en place, c'est surtout traditionnellement l'accueil en commissariat, en brigade de gendarmerie, le lien avec les associations, donc c'est plutôt du présentiel, de l'accueil physique. Parce qu'il faut préciser on est vraiment que à l'écoute des nouvelles technologies. Quand on porte plainte,
on va au commissariat. Quand on porte plainte, on va au commissariat. Il y a des dispositifs de pré-plainte en ligne qui sont en train de se mettre en place, mais pas pour les violences conjugales, pour les violences faites aux femmes et aux enfants, parce que c'est des délits ou des crimes extrêmement graves. Donc là, on est reçu par un officier de police judiciaire pour réaliser le procès-verbal. Donc historiquement, on est plutôt sur de l'accueil physique. En revanche, on est très attentif aux nouvelles technologies et nous aussi, on met en place des dispositifs, alors qui sont moins élaborés que celui que Ludivine vient de nous présenter. Mais par exemple, on a ouvert fin 2018 un système de chat qui fonctionne 24 heures sur 24. Ça s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et il y a une cinquantaine de policiers et de gendarmes derrière l'ordinateur qui sont sur le chat et qui répondent aux questions des femmes, mais aussi des témoins de violences conjugales et qui conseillent comment on caractérise, est-ce qu'il faut aller déposer plainte, comment aussi on fait le lien avec les associations, comment même on va jusqu'à prendre un rendez-vous pour la victime au commissariat pour aller déposer plainte, parce qu'on sait que c'est le cap difficile à franchir pour les victimes d'aller franchir la porte du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Donc tout ça, c'est possible sur ce chat. Il y a environ 1500, même un peu plus de chats par mois qui sont comme ça réalisés avec, une fois de plus, 50 policiers et gendarmes derrière qui donnent tous ces conseils juridiques. Il y a aussi des psychologues pour aider à la libération de la parole. C'est anonyme, donc ça aide aussi des fois des personnes à exprimer des choses qu'on ne ferait peut-être pas au téléphone, qu'on ne ferait peut-être pas en réalité dans un commissariat. Donc c'est un dispositif qu'on a mis en place. Et puis un autre peut-être qui est important, puisqu'on parlait de l'alerte, depuis le début du confinement, effectivement, parce que nous aussi, ça nous a beaucoup inquiété, ces femmes qui étaient enfermées avec un conjoint potentiellement violent. C'est le 114. C'est un système où on peut envoyer un texto quand on peut pas parler, quand on est en danger immédiat. C'est comme le 17 police secours où on est au téléphone, mais là c'est par texto. Donc c'est le 114. On peut dire ce qui se passe. Au départ, c'était un numéro pour les malentendants et les personnes atteintes de surdité, mais ça a été ouvert aux femmes victimes de violences conjugales. Donc on peut dire ce qui se passe et ça déclenche l'envoi de la police ou de la gendarmerie. Laura Rapp, ce cap de la plainte qu'on va porter au commissariat, il est vraiment difficile à passer ? Je confirme, il faut avoir un courage immense pour déposer une plainte contre son conjoint ou ex-conjoint, et encore plus quand c'est le père de votre enfant. C'est très difficile. Bon, déjà, il y a les mécanismes d'emprise, de contrôle, la honte, la culpabilité, la peur aussi des représailles. Est-ce que c'est plus facile d'envoyer un tweet, justement ? Alors moi, avant mon tweet, j'avais déposé plainte. J'avais quand même fait le parcours. Alors c'est vrai qu'on en est arrivé au cap de non-retour. On était sur une tentative de meurtre. Sans l'intervention des voisins, je serais morte cette nuit-là. Mon ex-conjoint était incarcéré. Il a été libéré 10 mois après en attente de son procès avec un simple contrôle judiciaire. Donc à l'époque, le bracelet anti-rapprochement n'existait pas. Et il n'a pas eu de bracelet électronique. Et là, ça a été un deuxième cauchemar qui a commencé. Il a enfreint à plusieurs reprises son contrôle judiciaire. On a prévenu avec mon avocate la juge d'instruction. J'ai prévenu la police voulait me protéger, mais il n'a pas été remis en détention provisoire et j'avais peur pour ma vie, j'avais peur pour celle de ma fille. J'avais demandé un téléphone grave danger, je ne l'ai pas eu, je n'avais pas eu de retour. Je ne sais pas. À l'époque, on ne pouvait passer que par une association. Donc, cette personne m'a dit qu'elle allait plaider ma cause auprès du procureur. J'ai jamais eu de nouvelles. Et quand j'ai fait mon tweet, cette personne m'a recontacté forcément par rapport à la médiatisation. Et quand j'ai insisté pour savoir pourquoi je n'avais pas eu ce téléphone, elle m'a dit qu'en fait, le procureur n'était pas au courant. Elle n'y avait pas été. Voilà. Qu'il y avait des milliers de femmes qui étaient sauvées chaque jour par des associations, et à côté de moi, il y avait des dossiers qui étaient oubliés. Donc c'est très violent, et du coup... Ce que vous dites, c'est Twitter est devenu mon seul recours pour être entendu. J'ai tout fait. J'ai contacté la juge d'instruction, j'ai engagé un détective privé pour dire que la maison où il vivait n'était pas là. C'était le travail de la juge d'instruction, des gendarmes de vérifier où il vivait. J'ai dépensé 2 000 € de ma poche. On a donné un rapport à la juge d'instruction. Il y a eu un silence total. Moi, j'ai fait confiance à l'association quand on m'a dit qu'on allait voir le procureur. Donc, je me suis dit, finalement, on ne revient pas vers moi. C'est plus un peu de la lâcheté. Il a dû dire non. En fait, le procureur n'était tout simplement pas prévenu. J'ai supplié les policiers. Mon père était en pleurs au commissariat. Donc, eux, ils voulaient me protéger, mais ça ne pouvait être que l'ordre de la juge d'instruction qui ne donnait pas l'ordre. L'école maternelle de ma fille était en alerte quand même avec la photo de mon ex-conjoint. Personne ne faisait rien. Donc, j'ai cherché de l'aide sur les réseaux sociaux et j'ai eu la chance de rencontrer une femme en or qui m'a dit je vais t'aider à aller sur Twitter. C'est comme ça qu'on fait pour interpeller les médias et les politiques. Et en fait, c'était une bouteille à la mer.
j'ai pas pensé aux conséquences ou à faire la une des médias. Je voulais juste qu'une personne m'aide. J'avais demandé de l'aide à un député, Aurélien Pradier, qui a été bienveillant, qui a été choqué, qui a fait ce qu'il a pu à son niveau. Et là, quand j'ai lancé une bouteille de SOS, il y a une chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Et une semaine après, mon ex-conjoint a été remis en détention provisoire pour toutes les infractions qu'on dénonce avec mon avocate. Donc Twitter a sauvé la vie. Et je remercie chaque personne qui a tweeté et les médias. Ils m'ont sauvé la vie. Alors, c'est une parole très, très troublante là, qu'on entend. Comment est-ce qu'on en arrive à cette situation? Alors, ce téléphone grand danger, on peut peut-être déjà le présenter? Oui, alors le téléphone grave danger, ça existe depuis 2014, donc c'est un dispositif un peu ancien maintenant. C'est un téléphone qui est remis dans certaines circonstances aux femmes victimes et ça permet d'alerter d'abord une société de téléassistance et dans un deuxième temps les forces de l'ordre dans les cas d'urgence absolue. Et ça implique pour la police et la gendarmerie environ 400 interventions en urgence par an, donc c'est un dispositif qui fonctionne. Et depuis peu, on l'a complété depuis le début d'année par quelque chose qui s'appelle le bracelet anti-rapprochement, qui est un dispositif technologiquement beaucoup plus avancé, beaucoup plus perfectionné. C'est un dispositif de géolocalisation, en fait, du conjoint, ex-conjoint violent. Le juge décide d'une limite vers laquelle il ne peut pas approcher la victime. Et quand il s'en rapproche de façon analogue, ça téléphone d'abord à la société d'assistance qui lui dit de rebrousser son chemin, qu'il va s'approcher de sa victime, qui le prévient. Et s'il ne rebrousse pas chemin, à ce moment-là, c'est les forces de l'ordre qui interviennent avec deux temps. D'abord, la mise à l'abri de la victime. Pour nous, c'est ça la priorité absolue, mettre à l'abri la victime. Et dans un deuxième temps, interpeller l'auteur. Donc ce bracelet anti-rapprochement, c'est le début. Il y a eu des tests en fin d'année dernière. Ça fonctionne bien. Dans plusieurs cours d'appel, il a été testé. Ça veut dire aussi que les victimes ne doivent pas entrer dans ces zones. Voilà, alors c'est toujours l'équilibre qu'il faut trouver entre la vie privée, le respect de la dignité de la personne aussi, la réinsertion sociale des auteurs qui est pris en compte par les juges. Donc c'est pour ça que tout se fait sous le contrôle du juge, avec, dans certaines circonstances aussi, l'accord bien sûr de la victime. Donc tout ça est encadré et c'est le début, mais les premiers résultats sont très encourageants. Et donc ça, c'est un outil technologique effectivement développé par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et on espère effectivement que beaucoup de victimes pourront bénéficier de ce dispositif pour avoir une charge mentale qui diminue, parce que c'est une pression énorme au quotidien sur les victimes d'avoir peur constamment que le conjoint, ex-conjoint se rapproche et mette en danger leur vie. Alors c'est aussi ce qui est le moteur de l'innovation proposée par Ludivine Romary, c'est vraiment de rassurer aussi les victimes de violences conjugales en leur donnant un outil qui leur permet de donner l'alerte. Ça veut dire que là, elles ont davantage la main, mais en revanche, quel est le niveau de sécurité attendu finalement d'un bracelet comme celui-ci ? Donc le bijou connecté Maëlie, le but c'est que lorsque donc la personne est dans l'incapacité de prévenir les autorités compétentes, que ce soit les contacts de secours qui reçoivent l'alerte, contacts de secours qui peuvent être à des zones géographiquement lointaines, mais également proches, d'où l'intérêt aussi de personnaliser ces contacts de secours. Donc nous, on déploiera un système de notification. Alors attention, pas une notification par jour. Je suis la première à qui ça énerve de recevoir trop de notifications, mais pour faire penser à l'utilisatrice, l'utilisateur, de personnaliser ses contacts, et le but étant que le contact de secours appelle les autorités compétentes pour elle. Et pourquoi pas directement vous connecter justement au service de secours, Ludivine ? Parce que le processus est trop long. Je suis en contact avec un gendarme qui déploie lui-même une application mobile pour secourir et alerter. Alors là, c'est plutôt les autorités compétentes eux-mêmes pour les gendarmes qui sont en danger et ces policiers qui sont tous les jours sur le front et qui ont par exemple énormément de mal à récupérer leurs enfants à l'école sans être en danger permanent. Et on est en lien tous les deux, on va faire quelque chose ensemble, de manière à ce que nous, on puisse proposer la meilleure solution. Pourquoi on n'envoie pas directement cette alerte au 17 ? Parce que le temps que cette alerte soit dispatchée à la bonne agence, si je puis dire ça, de police municipale de là où vous êtes, le processus est long. Le but était qu'on puisse prévenir 1 à 5 personnes, vos contacts de secours, qui puissent appeler peut-être 5 fois le 17
le processus sera moins long, plus rapide, grâce à ces plusieurs personnes. Et surtout, il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui avec des applications mobiles qui existent pour porter secours à la personne directement sur place, et notamment un dispositif qui s'appelle Street Alert. Et le but aussi de ce dispositif-là, c'est de pouvoir aller secourir la personne sur un moment T, donc tout de suite. Et d'où l'importance de bien aussi personnaliser ces contacts pour ensuite obtenir une aide, peut-être d'un ami, d'un voisin, qui va connaître votre trajet presque quotidien, parce qu'il connaît là où vous travaillez, ou il connaît vos endroits de sortie, par exemple. Et c'était très important de créer cette bulle sécuritaire autour de la personne en danger, plutôt que d'appeler directement le 17, parce qu'on n'est vraiment pas sûr du temps de déplacement d'une patrouille. Et ce lien aussi avec le gendarme avec qui je travaille, on va essayer de référencer aussi les polices municipales pour que, au lieu d'envoyer un SMS disant « je suis en danger à telle position » et la personne, mon contact de secours, reçoit cette alerte, il recevra également le numéro de l'agence de police municipale, la plus proche de la personne en danger, pour éviter cette passerelle du 17 à la police municipale qui envoie cette fameuse patrouille. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des passerelles, des collaborations avec tout l'écosystème start-up. C'est un enjeu en fait d'interconnexion qui est là présent. Nous, on a un vaste projet de modernisation de nos centres d'information et de commandement, là où on reçoit les appels 17. Donc ça, c'est extrêmement important et ça doit être l'objectif d'interconnecter. Nous, en moyenne, le déclenchement d'une intervention de police, il faut 10 minutes pour que la police, la gendarmerie arrive à bon port. Et on sait que durant ces 10 minutes, il peut aussi se passer pour la femme violentée des choses catastrophiques. Donc je pense que ces deux dispositifs sont complémentaires. Peut-être des proches peuvent immédiatement intervenir, peut-être une police municipale qui sera à proximité et bien sûr la police et la gendarmerie avec ce délai moyen. C'est évident qu'une interconnexion renforcerait encore davantage le dispositif plutôt que d'avoir des dispositifs les uns à côté des autres. Laura Rapp, quand vous voyez ces nouveaux outils arriver, alors là on parle de bracelets, mais il y a aussi des sites, des plateformes qui permettent de mémoriser des photos de soi, par exemple, pour apporter des preuves au tribunal des violences consécutives. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Vous dites, enfin, il se passe des choses? Oui, on peut dire ça. Enfin, il se passe quelque chose. Alors, je trouve toutes les idées sont toujours intéressantes à voir. Après, moi, la seule chose, c'est que je ne veux pas qu'on multiplie, si vous voulez, des technologies et que derrière, en fait, on en oublie la justice. C'est tout. Parce que là, on dit que le bracelet serait peut-être plus rapide de contacter un proche que le 17. Je rappelle que de nombreuses violences, en fait, se font la nuit, tard le soir. Si aujourd'hui, j'ai mon conjoint qui m'agresse à 1h du matin, peut-être que mon père sera en train de dormir, peut-être que mes amis seront aussi en train de dormir. Donc, normalement, si j'appelle le 17, excusez-moi, 24 heures sur 24, ils sont censés intervenir. Tout l'intérêt de l'interconnexion. Donc là, ça laisse quand même sous-entendre que le 17, finalement, excusez-moi, n'est pas réactif, en fait, quand on appelle. Donc, alors je ne dis pas qu'il peut y avoir... Normalement, ils sont quand même censés intervenir rapidement. Donc, c'est juste ça qui me laisse un petit peu perplexe. Il faut avoir vraiment une interconnexion. Après, je pense que ça peut quand même rassurer d'avoir le bracelet. Peut-être pour un enfant, mais après, faire attention. Ça peut pour donner le un peu de force morale aussi. Peut-être si vraiment la victime, la plainte, elle est classée sans suite, c'est vraiment, il se passe vraiment rien. C'est mieux d'avoir ça que rien du tout. Mais il faut faire attention dans les cas très graves. Je ne veux pas que ça remplace des outils comme c'est bon, on fait finalement des bracelets, on ne distribue pas le bracelet anti-rapprochement, le téléphone grave danger, et que la justice se repose sur cette technologie. Ouais. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut donner des moyens humains et financiers à la justice et également à la police et les gendarmeries. D'ailleurs, je voulais vous poser la question, Ludivine Romary, ce bracelet, parce qu'on parle des enfants, il pourrait aussi être adapté aux enfants? Ah oui, bien entendu, c'était l'objectif de départ, même également pour les hommes, on a eu des demandes. On reste sur un domaine qui est la sécurité pour tous. Bien entendu, on a voulu proposer ce bijou connecté aux femmes parce que on est on va dire la cible la plus sujet à toutes ces violences. Mais les enfants, pourquoi les enfants? Typiquement parce qu'on peut rassurer son proche, ses parents, lorsqu'on est bien rentré de l'école. Ou, je vais vous donner un exemple, moi j'ai une petite sœur de 14 ans, elle commence ses premières sorties avec ses copines et ma mère va absolument savoir quand est-ce qu'elle est bien rentrée à la maison ou quand est-ce qu'elle est bien rendue à l'école.
Et c'était aussi tout là l'intérêt de ce bijou connecté, c'était de pouvoir rassurer ses proches en double-cliquant sur le bijou et en ayant une deuxième action qui n'est pas non plus que axée sur l'insécurité. On veut aussi donner cette force, comme vous le disiez juste auparavant, à la personne qui le porte. On a voulu... Ludivine, on arrive pratiquement à la fin du débat et on a bien compris le principe. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Je voulais aussi qu'on parle des outils, des moyens que vous avez, vous, pour mener vos enquêtes, parce qu'effectivement, derrière, il faut qu'il se passe des choses en justice. Est-ce que les images qui sont tournées par les caméras de vidéosurveillance dans les rues, dans les transports en commun, peuvent valoir preuve devant un tribunal? Bien sûr, c'est même une preuve qui vient alourdir considérablement le dossier, ce qu'on appelle la vidéoprotection. Donc il y a des délais légaux par contre avant suppression de ces images. Donc dès que la femme dépose plainte au commissariat à la brigade de gendarmerie, un des premiers actes d'enquête pour les enquêteurs en charge du dossier, ça va être de bloquer ces images, par exemple dans les transports en commun, parce que c'est souvent une durée qui n'excède pas 8 jours. Donc il faut aller très vite en flagrance, donc en flagrant délit pour bloquer ces images qui sont versées au dossier. Là, on voit les violences en direct qui ont été tournées avec l'agression de Marie Laguerre, oui, à la terrasse. C'est la vidéoprotection et c'est aussi toutes les photos que les femmes nous apportent, qui sont prises. Ça a mobilisé les réseaux sociaux aussi. Ça sert l'enquête et ça mobilise les citoyens. Et c'est extrêmement important pour nous, cette participation citoyenne. Après, une des difficultés, c'est qu'il faut canaliser cet élan des citoyens, cette participation citoyenne. Il faut remettre, j'allais dire, tout dans l'ordre pour que la procédure judiciaire soit solide et qu'elle pèse au niveau de la justice. Parce que si tout est fait séparément ou pas dans les règles légales, ça ne fonctionne pas pour le dossier. C'est ce que la justice va regarder. Laura Rapp, juste, quel message vous avez voulu faire passer avec votre ouvrage? Qu'est-ce qu'on doit retenir de très important? Alors déjà, je voudrais adresser un message aux victimes, c'est de jamais abandonner, que c'est un long combat, déjà avant et pendant le dépôt de plainte, qu'on tombe, qu'on se relève, mais que c'est le propre de l'être humain et qu'il faut se battre. Et je voudrais aussi passer aussi un message d'espoir qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. C'est difficile, mais qu'on peut y arriver. Et je finirai juste aussi un mot, parce que j'ai fait reconnaître ma fille victime. J'ai obtenu la déchéance des droits parentaux. Et je voulais vraiment aussi faire passer un message que sur les enfants co-victimes de violences conjugales, nos enfants sont le présent et le futur. Il est vraiment temps d'y penser et de les protéger. Merci beaucoup pour votre témoignage, Laura Rapp. Merci à Ludivine Romary aussi de nous avoir permis d'expliquer un peu ces nouveaux dispositifs qui arrivent. Et merci à Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, pour toutes vos explications très concrètes et très précises. Juste après, on va retrouver un aspirant gentleman pour quelques conseils pour bien se comporter dans le monde physique et numérique.